Alors, l'effet de levier, c'est quoi? Je vous en parle dans 2 secondes. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qu'on entend très souvent dans le monde de la finance, du trading, de la bourse, c'est le fameux effet de levier. Tout le monde en entend parler, mais tout le monde ne sait pas tout à fait exactement, vraiment, comment s'en servir, pour qui c'est destiné, pourquoi, dans quel cas de figure. Donc moi c'est ce que je vais vous proposer de faire. Mais d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, moi je suis spécialisé sur les marchés américains, les actions américaines, et je fais du trading sur actions américaines. Donc là, je vous montre des vidéos comme ça d'explications de trading, de tutos, de périphérie à la bourse, et très souvent, vous verrez aussi des vidéos de trading réels, plusieurs fois par semaine. Bon, on se reconcentre, on va sur l'effet de levier comme promis. Donc aujourd'hui, là, je suis sur le titre Box, c'est une action américaine, voilà, que je ne connais pas plus que ça, mais je l'ai prise pour pouvoir me servir de celle-ci comme exemple, pour vous donner un exemple très, très concret sur l'effet de levier. Alors, avant de vous parler de l'effet de levier, je vous parle d'un compte qui est sans levier, ce qu'on appelle un compte au comptant, comme moi j'ai. Admettons que vous êtes sur l'action Box aujourd'hui et que vous ayez en un portefeuille de 10 000 € sur un compte au comptant, en cash, d'accord, et que vous n'utilisiez pas d'effet de levier. Admettons que vous achetiez le titre Box à ce niveau ici, là, au niveau des 20 $ précisément, et que vous souhaitiez acheter le maximum d'actions pour 10 000 $. Eh bien, combien vous pouvez en prendre? C'est facile, vous prenez votre calculette, si vous avez besoin de prendre votre calculette, vous prenez 10 000 $ divisé par 20, et ça va vous donner 500 actions à acheter. Vous ne pourrez pas en prendre plus que ça. Votre courtier vous ne le permettra pas parce que ce qu'on appelle la marge disponible ne sera pas suffisante. Vous n'avez pas de marge disponible suffisante. D'accord? Donc, ça c'est pour quelqu'un qui a un compte en cash. Il veut acheter le maximum, il veut mettre ce qu'on appelle son tapis, il veut mettre all-in sur l'action Box, et il achète tout ce qu'il peut pour 10 000 $. Donc il achète 500 actions. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'action passe de 20 à 24? Eh bien du coup, il a toujours ces 500 actions, sauf qu'elles ont pris de la valeur. Elles sont passées à 24 € l'action pour 20 € l'action. Donc lui, son bénéfice, ça va être le delta à ce monsieur, c'est-à-dire 500 fois 24, 12 000. Donc quelque part, il aura pris 20%, 2 000 $, 20% de progression sur son capital, parce qu'il aura vendu autour des 24 $. Jusque-là, c'est très bien. Donc, ça, c'est quand tout va bien. Pour le même monsieur qui a son compte en cash, comment ça se passe si jamais l'action dégringole? Alors, admettons, l'action dégringole, passe à 18, passe à 16, lui ne souhaite pas couper sa perte parce que, comme beaucoup de gens, ils n'ont pas envie de couper leur perte, ça voudra dire qu'ils acceptent de perdre et donc d'encaisser leur perte, et ça, beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Mais qu'est-ce qui se passe si l'action passe à 10 $? D'accord? Eh bien, c'est très simple, 10 multiplié par 500, ben voilà, il reste 5 000. 5 000, c'est son compte à ce moment précis. Quand on lui demandera quelle est la valeur de ton portefeuille, il ne pourra pas dire 10 000 $, il sera obligé de dire 5 000 $. Voilà. Et l'expression tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, excusez-moi, je cherche mes mots, est donc tout à fait fausse, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas encaissé votre perte que vous n'êtes pas en train de perdre de l'argent. Si, vous êtes bien en train de perdre de l'argent. Mais là, on va continuer. Admettons que le titre continue de descendre et que la personne, comme certains que je connais, ont continué à attendre que l'action remonte, dans l'espoir qu'elle remonte, les mois durant, etc. Et l'action passe à 4 $, 2 $, etc. Bon, l'action peut très bien passer à 30 centimes aussi, ça arrive des fois, hein, même si c'est une action célèbre, soi-disant, une action connue, une action réputée, une action solide, une action qui a été par le passé à des niveaux à 40, 50, 60 $, même celle-ci, peuvent atteindre des niveaux à quelques centimes. Sauf que oui, effectivement, la personne, là, l'action arrive à 0,50 centimes, lui, il a toujours ses 500 $. Donc, c'est 500 actions, excusez-moi. Donc, tant que l'action n'est pas remontée à son niveau d'achat, c'est-à-dire autour des 20 $, il détiendra toujours, il sera toujours propriétaire de 500 actions. Et tant que l'action n'aura effectivement pas touché 0, on ne pourra pas dire qu'il aura effectivement perdu
totalement ses actions. Il aura vraiment son compte qui sera fermé. Ok? Donc ça, c'est la réalité des choses. Maintenant, on va revenir et je vais vous parler d'un exemple de quelqu'un qui aurait le même compte, 10 000 $, mais qui voudrait utiliser un effet de levier. On y vient enfin. Alors, la personne va prendre un effet de levier. Les effets de levier, en fonction des courtiers, vous en avez plusieurs. Vous avez des effets de levier de 2, de 3, de 5, de 10, etc. Plus ils sont élevés, plus ils sont dangereux. Et vous allez voir pourquoi, rien qu'avec un effet de levier de 2. Je vous donne un exemple immédiatement. Alors la personne, elle a 10 000 $, elle va chez son courtier, elle souscrit effectivement un effet de levier de 2, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la même personne? C'est-à-dire que là, le courtier, quand il a un effet de levier de 2 à proposer à son client, eh bien il vous dit en gros, monsieur, ben voilà, vous pouvez jouer avec vos 10 000 $ comme si vous en aviez 20 000. D'accord? Donc, vous souhaitez acheter un maximum d'actions au prix de 20 $, eh bien, c'est simple, eh bien, vous pouvez compter 20 000 divisé par 20, c'est simple, hein, ça fait 1000 actions. Voilà, vous pouvez jouer avec 1000 actions. Ce qui veut dire que quand on reprend l'exemple de tout à l'heure, le mec, il passe de 20 à 24, excellent, eh bien, 1000 actions fois 4, 4000. Donc sur son capital, lui sera passé de 10 000, parce que c'est son capital initial quand même, on ne lui a pas prêté de l'argent non plus, on a fait comme si on lui prêtait de l'argent. Ceci dit, ce mec-là sera passé de 10 000 à 14 000, puisque sa plus-value elle est 4 000. Donc il aura fait effectivement une progression de 40%, ce qui est très bien. Évidemment, c'est très bien. Maintenant, on va prendre le problème de la perte. On se retrouve tout de suite. Alors pour le problème de la perte, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Le même cas de figure, le type se dit non, j'ai pas envie de vendre, parce que je suis sûr que ça va remonter, c'est une valeur solide, machin, etc. C'est du, je sais pas, c'est une grosse boîte, voilà. Eh bien, le marché est en train de baisser, et lui, il perd. Il perd. Mais attention, il a son effet de levier avec lui. Donc lui, quand il va perdre tout son capital, ce ne sera pas quand le titre va toucher les 0 $ l'action. Ce sera quand le titre touchera les 10 $ l'action, qu'il perdra tout son capital et que le courtier va lui couper sa position entièrement parce qu'après il sera débiteur vis-à-vis du courtier. D'accord? Donc le mec va acheter 1000 actions à 20 $. Si jamais il les a pas revendues avant les 10 $, s'il n'a pas coupé, s'il n'a pas soldé sa position avant les 10 $, eh bien, lorsque ça touchera les 10 $, son capital de 10 000, avec effet de levier de 2, sera complètement caput. Voilà l'effet de levier, ce que c'est. C'est un outil qui est effectivement très bien pour des gens qui souhaitent avoir un effet de levier plus important. Justement, je vous disais tout à l'heure, à qui c'est destiné les effets de levier? C'est destiné, pour moi, selon moi, à deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, les gens qui ont un petit compte. Quand je dis petit compte, je veux dire, évidemment, hein, à 1000 € près, on peut toujours considérer que l'exemple que je donne est un petit compte, mais 5000 et moins. Ça, c'est un petit compte. Pour un particulier, bon, c'est un petit compte. Et effectivement, quand on a un petit compte comme ça, et qu'on veut tout de même faire des gains, je dirais, un petit peu significatifs, ce n'est pas une mauvaise idée de recourir à un effet de levier. Mais attention, pas un effet de levier de 10 ou de 20, parce que là, si l'action se retourne en arrière, c'est pas à 10 $ qu'il perdra tout, c'est à 18 $ par exemple. Vous voyez la vitesse du truc? Vous voyez le danger du truc? D'accord? Il prend un effet de levier de 2, il a 5000 $, c'est très bien, il peut jouer avec des sommes qui sont un tout petit peu plus importantes, à condition d'être sérieux, c'est-à-dire de bien respecter ses stops. S'il perd, il vaut mieux qu'il coupe sa position très rapidement, et s'il gagne, il vaut mieux qu'il attende un petit peu de gagner suffisamment pour couvrir les prochaines pertes qu'il fera de toute façon inéluctablement, parce que le trading, des pertes, vous en faites très régulièrement. Hein, les bons traders, la différence c'est que voilà, ils font plus de gros gains que de grosses pertes. Mais sinon, ils perdent régulièrement des petites pertes, très régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. Ils perdent régulièrement. Bon. Ça, c'est pour la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes à qui les effets de levier peuvent être une excellente chose, contrairement aux idées reçues,
C'est les gros portefeuilles. Et oui, les gros portefeuilles des personnes qui ont 200, 300 000, 500 000 euros ou dollars, voire plus. C'est-à-dire que ce ne sont pas encore des institutionnels ou des énormes gérants de fonds, mais ils ont des gros portefeuilles. Et eux, ils ont un avantage. C'est que effectivement, étant donné qu'ils passent... En général, ceux qui ont des gros portefeuilles passent des ordres plus importants, des tailles de position plus importantes, et du coup, le prix d'un ordre pour eux sera exactement le même, voire même moins cher que le prix d'un ordre pour quelqu'un qui a un tout petit compte. Voilà. Donc, lui, ça va être complètement imperfectible, d'accord, au niveau du prix. Parce qu'il faut savoir que les CFD, c'est des prix qui sont un petit peu plus chers, de manière générale, que les tarifs qu'on peut avoir sur des marchés au comptant. Mais le plus gros avantage, c'est même pas celui-ci, avec les gros comptes. Le plus gros avantage pour un gros compte qui travaille en CFD, c'est que il a une chose essentielle, c'est qu'il n'a pas de slippage. Alors, je suis désolé, ça vous paraît encore une fois un peu technique, peut-être. Hein. Il n'a pas de slippage. Le slippage, si vous voulez, c'est la différence entre son prix où il souhaite être exécuté et le prix réellement exécuté. Moi, par exemple, sur un compte en réel, parfois ça m'arrive d'avoir envie d'acheter ou de vendre quelque chose immédiatement et que ça mette 3, 4, 5, voire plus de secondes à être réellement exécuté. Et en attendant, le problème, c'est que le prix change en attendant. Et ça, quand on travaille sur un compte en CFD, on n'a pas ce souci, puisque nous n'avons pas de contrepartie derrière réelle. Je vous répète, le CFD, c'est quelque chose qui reproduit un actif. Si vous voulez acheter du Apple sur le compte en réel, vous pouvez. Si vous êtes sur le compte en CFD, c'est exactement le même graphique Apple, à peu de choses près, hein, mais il suit le même mouvement. D'accord? Donc en face, vous ne pouvez pas faire bouger le titre, vous ne pouvez pas faire tout ça. Et donc vous avez cet avantage-là, c'est que vous n'avez pas de slippage. D'accord? Et ça, c'est énorme. Deuxième chose, sur le marché au réel, très souvent, il y a, vous pouvez déjà acheter ou vendre la plupart des actions, mais de temps en temps, il y en a certaines actions que vous ne pouvez pas vendre. Souvent, certaines valeurs bancaires, par exemple, elles ont interdit la vente à découvert, certaines sur certaines valeurs, d'accord? Quand vous êtes en CFD, vous pouvez le faire. Vous pouvez vendre parce que vous ne ferez pas bouger le titre plus que ça. Voyez? Donc ça, c'est des avantages qu'on peut retrouver lorsqu'on a des gros comptes. Donc voilà, les petits comptes, il y a leurs avantages, évidemment, les gros comptes, il y a aussi leurs avantages, contrairement aux idées reçues, hein, et donc tout le monde peut y trouver son compte. Moi, personnellement, je vous conseille, pour les gens qui ont des comptes de taille normale, on va dire, hein, des comptes de 10, 20, 30 000 euros ou dollars, vous n'êtes pas obligé de passer par un CFD, ça vous évitera par exemple de perdre, de vous éparpiller, de faire trop de positions à la fois, trop d'overtrading aussi, ça vous permet d'avoir des garde-fous. Le fait que vous n'ayez pas d'effet de levier, vous ne pourrez pas toujours prendre 10 positions en même temps lorsque vous faites du day trading. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sécurisant. Bon, écoutez, voilà, j'en ai fini avec l'effet de levier, j'espère que je ne me suis pas trop dispersé, parce que même les choses assez simples ne sont pas forcément toujours très simples à expliquer, et j'aime bien mettre des exemples à l'appui. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces, et puis encore une fois, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.